Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la séance de questions cribles thématiques. Elle est consacrée aujourd'hui à la fiscalité des collectivités territoriales. 4 jours après la perte par la France de son AAA, après la sanction de l'agence Standard & Poor's, quelles peuvent être les conséquences d'une telle sanction sur les collectivités locales? C'est la question que vont se poser les sénateurs cet après-midi dans l'hémicycle. Il faut dire que certains économistes redoutent un effet domino sur les finances publiques locales, car les collectivités locales dépendent financièrement de l'État et ne peuvent à ce titre bénéficier d'une meilleure note que lui. Par exemple, les régions déjà très bien notées comme la région Île-de-France ou encore la ville de Paris risquent de voir leur bonne note remise en cause. Alors sans plus tarder, tout de suite direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur la fiscalité des collectivités locales. L'auteur de la question et le ministre pour sa réponse, vous le savez, disposent chacune et chacun de 2 minutes. Une réplique d'1 minute au maximum peut être présentée soit par l'auteur de la question, soit par l'un des membres de son groupe politique. Et je vous rappelle également que ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sera diffusé ce soir sur France 3 après l'émission Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei. Chacun des orateurs aura à cœur de respecter bien sûr son temps de parole. À cet effet, vous le savez, des afficheurs de chronomètres ont été mis à la vue de toutes et de tous. La parole est à Monsieur Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au nom du RDSE, nous avions demandé la création d'une mission sénatoriale sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. De la même manière, nous avons proposé à la conférence des présidents ce thème de questions cribles sur la fiscalité locale. En effet, nous avons souvent relevé l'état d'impréparation de ce dossier avec un accroissement des charges de l'État, découlant de la suppression de la taxe professionnelle, et pour les collectivités, une absence terrible de lisibilité qui est en réalité aggravée par des circulaires dont les auteurs ont oublié que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. D'ailleurs, par l'article 40 de la loi de finances 2012, le gouvernement s'est donné 2 années supplémentaires pour procéder aux ajustements de CVAE. Nous n'avons pas encore les données consolidées relatives à la répartition de cette contribution à la valeur ajoutée des entreprises, contrairement aux engagements qui avaient été pris. Monsieur le ministre, quelles sont les réelles intentions du gouvernement sur l'évolution de cette contribution à la valeur ajoutée des entreprises ? Allez-vous revoir la clé de répartition de cet impôt, pour lequel d'ailleurs on constate que l'Île-de-France concentre la valeur ajoutée, ce qui inéluctablement entraînera des difficultés ultérieures lorsque la stabilisation du fonds de garantie fera en sorte que les recettes et les ressources des collectivités seront de plus en plus difficiles. Comment, d'autre part, entendez-vous remédier aux inconvénients découlant du fait que vous avez créé un impôt déclaratif? De quels moyens de contrôle les collectivités vont-elles réellement disposer? Sur la CFE, la réalité, c'est que la direction des finances publiques n'a pas été en mesure de fournir aux collectivités les éléments techniques leur permettant de prendre des délibérations adéquates. Comment, dans ces conditions, fixer de manière pertinente la base minimale d'imposition forfaitaire à la CFE, ainsi que celle concernant les entreprises réalisant plus de 100 000 € de chiffre d'affaires? Avez-vous l'intention de faire évoluer encore ces plafonds et planchers de base minimale? Monsieur le ministre, où en êtes-vous de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels? Question très importante pour les finances des collectivités locales. Quelles sont les raisons du retard de ce dossier? Ces questions sont démonstratives des failles de la réforme et de l'impérieuse nécessité de la modifier profondément.
Merci, Monsieur Mézard. Monsieur Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mézard, tout un ensemble de questions cribles, dans sa question crible seule. Alors, je vais essayer d'y répondre en moins de 2 minutes, parce que si on peut poser beaucoup de questions, apporter les réponses à beaucoup de questions, dans 2 minutes, c'est plus compliqué. Pour ne pas perdre davantage de temps, d'abord, première chose, l'ATP a été intégralement compensée. Intégralement. Deuxième chose, ça coûte à l'État, effectivement, des moyens conséquents. Comme cela a été dit, en année de croisière, a priori 5 milliards d'euros par an. C'est-à-dire, c'est l'allègement des entreprises du fait qu'on ne les pénalise plus au travers d'une taxe, et chacun le sait, qui était pour elles un véritable handicap dans leur concurrence avec des entreprises étrangères. Voilà les premières indications. Deuxième série d'indications en ce qui concerne la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise, qui revient donc à la fois au bloc communal, au bloc départemental et au bloc régional. Les différentes collectivités ont eu les réponses, chacune en ce qui les concerne, de la CVAE à la fin de l'année 2011. Nous allons donc pouvoir envoyer les données consolidées dans les prochaines semaines pour avoir l'ensemble des éléments d'information nécessaires pour pouvoir repartir sur des bases qui sont mieux connues. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, lorsque cette réforme de la taxe professionnelle a été engagée, lorsqu'elle a été débattue, on n'a pas pu faire l'évaluation précise, commune par commune, territoire par territoire, de l'impact de cette réforme, parce que tout simplement, nous n'avions pas connaissance de l'ensemble des éléments d'information qu'il a fallu d'abord collecter, qu'il a fallu travailler, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de le rendre et nous le faisons. Ce n'était donc pas une manque de volonté, vous le comprenez, mais lorsqu'on lance une telle réforme et lorsqu'en plus le Parlement, comme il le doit, et il l'a bien fait, modifie le texte tel qu'il était initialement prévu, c'est clair que pour faire les simulations et pour avoir l'ensemble de la connaissance à partir des modifications du Parlement, il a fallu un temps d'adaptation. Alors vous parlez, vous avez évoqué notamment le fait que nous avons une certaine concentration de la CVAE sur des territoires. Ceci se retrouve notamment au niveau départemental et régional. C'est la raison pour laquelle, en 2013, je le rappelle, il est prévu de mettre en place, mais le Parlement en débattra, une péréquation départementale et régionale sur les montants de la CVAE. Un dernier point encore que vous aviez évoqué, les valeurs locatives. Nous allons avoir les résultats des expérimentations sur les 5 départements dans lesquels on a fait un travail d'expérimentation très rapidement, et je pense là aussi que dans les semaines qui viennent, je parle vraiment semaines, pas en mois, nous aurons ces résultats qui pourront être diffusés et débattus au Parlement, puisque c'est l'engagement qui avait été pris. Bien, merci Monsieur le Ministre. Je sais que l'exercice est difficile, mais essayez de prendre simplement le temps qui vous est attribué. Donc pour la réplique, la parole est à Monsieur Yvon Collin. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je vous remercie de ces éléments de réponse, mais j'ai le sentiment qu'ils ne répondent pas totalement aux interrogations soulevées à juste titre par le Président Jacques Mézard. Ce qui est évident, en revanche, Monsieur le Ministre, c'est que les collectivités territoriales essaient toujours, avec beaucoup de bonne volonté, même de courage, de trouver leur repère dans ce maquis inextricable issu de la réforme de l'ATP. De fait, les élus sont inquiets, même très inquiets, face à l'illisibilité d'un dispositif pourtant essentiel à l'administration des collectivités. S'agissant de la répartition de la CVAE, elle comporte, selon les propres dires de la directrice de la législation fiscale lors de la réunion du comité des finances locales du 12 juillet dernier, je cite, « une certaine dose de complexité ». Oui, je dirais même une dose certaine de complexité. Un euphémisme pour qualifier une réglementation que ne comprennent même plus ses destinataires. En y ajoutant les retards préjudiciables dans la communication des données définitives qui entraînent, Monsieur le Ministre, le report des votes de programmation pluriannuelle d'investissement, vous comprendrez, Monsieur le Ministre, l'inquiétude et même l'exaspération d'une grande partie des élus locaux
qu'il vous appartient sans doute aujourd'hui d'essayer de rassurer. Je vous remercie par avance d'essayer de le faire. Merci. Merci, monsieur Yvon Collin. La parole est à monsieur Philippe Dallier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos collectivités locales ont jusqu'au 31 mars prochain pour voter leur budget. Il y a deux types de collectivités locales, celles qui sont relativement à l'aise budgétairement parlant et qui peuvent voter leur budget en fin d'année précédente ou en tout début d'année, et puis les collectivités qui sont plus en difficulté et qui attendent généralement la fin du mois de mars de disposer du maximum d'informations pour établir leur budget. Or, l'année 2012 est une année de relative incertitude sur un certain nombre de sujets. Tout d'abord sur la dotation globale de fonctionnement, puisque l'enveloppe normée a été rabotée et il y aura un impact sur la dotation forfaitaire. Il y a ensuite la mise en œuvre du fonds de péréquation nationale et en Île-de-France, de nouvelles règles pour le fonds de solidarité de la région Île-de-France. Il y a également des incertitudes sur le montant des DMTO. On sait bien que l'année à venir s'annonce, à mon avis, moins bonne que l'année précédente. Et puis, il y a surtout les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, avec une difficulté pour les collectivités locales d'appréhender le montant exact de leur base fiscale. L'année dernière, les bases ont été connues quasiment au mois de décembre. Tout ça, Monsieur le Ministre, pour vous dire que je crains que beaucoup de collectivités locales ne soient très prudentes, et elles auront peut-être raison de l'être, c'est-à-dire qu'elles n'inscriront pas en investissement autant de travaux qu'elles auraient pu en inscrire par précaution. Parce qu'effectivement, elles pourraient se trouver en difficulté, d'autant plus que les banques ont du mal à dégager des liquidités et à proposer à nos collectivités des emprunts. Nous avons, à la Commission des finances, auditionné récemment le patron de la Banque postale et qui nous a effectivement également confirmé que c'est seulement au mois de juin, voire au mois de septembre, que la Banque postale sera en capacité de reprendre le relais de Dexia défaillant. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Ministre, que je crains effectivement que les collectivités locales ne soient très ou trop prudentes et que cela ait au bout du compte un impact sur la croissance, parce que chacun le sait, 75% de l'investissement public hors dépenses militaires, eh bien, ce sont les collectivités locales qui les portent. Alors, quels éléments pouvez-vous nous apporter d'ici la fin du premier trimestre et si possible avant la fin du mois de février, Monsieur le Ministre, pour que ces collectivités locales ne soient pas trop prudentes et puissent effectivement inscrire autant que possible les dépenses d'investissement nécessaires pour leurs collectivités locales, dépenses d'investissement qui soutiendront la croissance. Merci. Merci, Monsieur Dallier. Monsieur le Ministre. D'apporter des réponses complémentaires aux questions qui étaient posées tout à l'heure et qui m'ont permis de brosser le tableau de la façon dont nous avions à l'époque voté les uns et les autres la nouvelle fiscalité des entreprises. Je veux simplement apporter en réponse complémentaire à Philippe Dallier par rapport à ce que j'ai dit à l'instant sur la CVAE. D'une part, il a été mis en place au niveau de la CVAE les nouvelles procédures et cela a engendré des régularisations de la CVAE en 2010 et donc celles-ci n'ont été connues qu'en juin 2011, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Par ailleurs, le gouvernement avait pris l'engagement de prendre les ultimes rôles supplémentaires de taxes professionnelles afin de calculer avec exactitude la garantie de ressources dont bénéficie chaque collectivité. Évidemment, pour cette année, cette situation ne se reproduit pas. C'est la raison pour laquelle je puis vous indiquer que les collectivités territoriales devraient disposer des évaluations de la CVAE avant la fin du mois de janvier. Première indication. Deuxième... Non, Monsieur le Sénateur, je pense que vous devriez, si déjà vous attendez les réponses, vous réjouir de cette bonne nouvelle qui est de savoir à l'avance que vous aurez les éléments nécessaires pour construire les budgets. La deuxième chose, en ce qui concerne les états 1259 réalisés par les services de Bercy et comportant toutes les données utiles, CVAE, CFE, IFER, impôt ménage, la dotation de compensation de la taxe professionnelle et le GIR, seront notifiés fin février, début mars. Enfin, en ce qui concerne la DGF, vous savez qu'elle a été gelée, mais malgré ce gel, il y a la mise en place de la péréquation qui a au niveau d'un certain nombre de collectivités des conséquences. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, vous le savez,
des montants maximums pour la baisse, à savoir un plafond qui a été mis de 90%, donc maximum 10% de baisse par rapport aux dotations de l'année passée. Et parfois, cette garantie se situe à 100% en ce qui concerne la DSU. Les deux dernières questions que vous avez évoquées, ça concerne d'un côté les emprunts par rapport aux banques. J'aurai sans doute l'occasion d'y répondre encore dans les questions qui vont m'être posées tout à l'heure. Et enfin, l'autre question ouverte, c'est celle qui concerne la nouvelle banque des collectivités, donc le regroupement de la Banque postale et de la CDC pour répondre aux besoins des emprunts. J'aurai, je pense, l'occasion d'y répondre encore de façon complémentaire dans un instant. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Dallier. Écoutez, Monsieur le Ministre, merci de ces informations. Il est évident que nous avons besoin, avant la fin février, du maximum d'informations possibles pour établir nos budgets. J'attends donc ces informations. Et puis, mes chers collègues, j'ai vu que vous vous réjouissiez bruyamment de la question posée. Ces questions, eh bien, écoutez, alors nous partageons sur tous ces bancs les mêmes préoccupations. Nous avons tous intérêt à soutenir l'investissement public sur nos territoires. Donc, écoutons le ministre, réjouissons-nous des informations qu'il vient de nous transmettre et faisons notre travail d'élus locaux pour effectivement faire en sorte que ce pays se porte le mieux possible, quels que soient ceux qui le gouvernent. Merci, Monsieur Dallier. La parole est à Monsieur Pierre Jarlier pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur Jarlier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que la crise prend un tour plus aigu dans nos territoires, le rôle des collectivités sera déterminant pour retrouver la croissance nécessaire au redressement de notre pays, car elles réalisent, ça a été dit tout à l'heure, plus de 70% de l'investissement public. Encore faut-il que leurs moyens le leur permettent et que ceux-ci soient mieux répartis sur notre territoire. Avec ces investissements, de nombreux emplois ont été créés et de nouveaux services rendus en cohérence avec les attentes de notre population, et c'est tant mieux. Pour que la dynamique se poursuive, ne stigmatisons pas les principaux acteurs de l'aménagement du territoire que sont nos collectivités, mais veillons plutôt à une répartition plus équitable de leurs ressources. La mise en place cette année du FPIC constitue une avancée significative dans ce sens, il faut le souligner. Cependant, pour que cette solidarité entre les collectivités soit efficace et juste, elle doit s'inscrire dans le contexte des réformes de notre fiscalité locale. Le récent débat budgétaire a parfaitement illustré ce propos, notamment sur la question de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Si les ressources initiales des collectivités ont été garanties, il faut reconnaître que la prise en compte des outils péréquateurs de la nouvelle CET dans leurs nouveaux indicateurs de richesse a des effets pervers. Le FNGIR et la DCRTP bouleversent la hiérarchie de leur richesse, alors que la masse de leurs recettes fiscales réelles est la même. De ce fait, des territoires industriels qui souffrent ou des territoires ruraux à faible base d'impôts économiques se trouvent fortement pénalisés. A contrario, ceux qui sont potentiellement gagnants voient leur potentiel financier baisser alors que leurs ressources sont inchangées et plus dynamiques. La double peine est donc inéluctable pour les territoires les plus fragiles. Un risque de perte d'éligibilité au fonds de péréquation et l'alourdissement de la fiscalité des ménages, alors que c'est l'inverse qui se produira pour les plus riches. Qu'envisagez-vous, Monsieur le Ministre, pour mettre en cohérence les conséquences de la réforme de la TP avec la réduction des inégalités entre les collectivités que vous soutenez par ailleurs? Merci, Monsieur Jarlier. Monsieur le Ministre. Permettez-moi de me réjouir de la seconde part d'intervention de Philippe Dallier comme de la première, pour simplement dire que, de choses l'une, ou bien nous souhaitons faire de ces questions cribles une occasion simplement d'affrontement entre la majorité du Sénat et le gouvernement, et évidemment chacun aura le loisir de le faire. Vous me posez des questions et je pensais que jusqu'à présent ces questions cribles étaient destinées à avoir des réponses précises. J'apporte ces réponses précises, vous me posez des questions de délai, je porte les réponses en question de délai. On me fait part de difficultés qui apparaissent, j'essaye d'apporter les réponses pour que nous puissions être les plus opérationnels possibles. Pour ce qui concerne le reste, permettez-moi simplement de rappeler ici que je crois que nous ne sommes pas simplement, au niveau de cette partie du Sénat, à avoir demandé une révision de la fiscalité des entreprises. Cela a été fait par la suppression de la taxe professionnelle. D'autres auraient pu sans doute imaginer d'autres procédures. Ce que je sais, c'est que cette réforme a été longue à se préparer, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il y a des gouvernements de toutes tendances et que beaucoup s'y sont collés, mais personne n'a réussi à mettre en œuvre.
Ça a été fait. Aujourd'hui, faisons en sorte que les entreprises puissent en profiter, que la dynamique économique puisse en profiter, mais que par ailleurs, les collectivités ne soient pas en reste. C'est ce que j'essaye et c'est ce que nous essayons de faire de façon très concrète. Pour répondre à Pierre Jarlier sur la question qu'il vient de poser en ce qui concerne une nouvelle fois la question de la péréquation d'un côté et la question de la prise en compte de la richesse des collectivités. C'est un débat que nous avons eu de façon très intense lors du débat sur le budget de 2012 et nous savons que le principe de la péréquation d'un côté et les modalités de la péréquation ont été particulièrement débattus. Parce que c'est vrai que sur les principes, une majorité très large est favorable à la péréquation. Mais lorsque l'on en vient aux conditions de la péréquation et de sa mise en œuvre, les débats prennent une toute autre allure. D'abord parce qu'effectivement, lorsqu'on voit qu'on est contributeur, même quand le montant global de la péréquation, c'est que 100 millions d'euros, ça peut représenter pour certaines intercommunalités des sommes considérables et il faut bien comprendre que les élus représentant ces territoires fassent valoir leurs arguments par rapport à cette ponction qui est justifiée, peut-être même insuffisante pour certains, qui est exagérée pour d'autres. Les critères que nous avons choisis ont été d'un côté de regarder quels sont ceux qui doivent être pris en compte pour les prélèvements et de prendre deuxièmement des critères qui doivent définir les reversements, c'est-à-dire la répartition du fonds. Ces critères ne sont pour partie pas les mêmes. Ceux qui est évidemment identiques dans les deux et qui sont des critères qu'on reprend, que ce soit pour le fait d'être donateur ou le fait d'être récipiendaire, c'est ce qui concerne la richesse des collectivités, notamment sur la base de l'ensemble des ressources. Et c'est vrai que sur cette question de la base des ressources qui doit être prise en compte, il y a eu un vrai débat. Et le vrai débat a été, est-ce que nous prenons les ressources réelles, les montants versés, ou est-ce que nous prenons en compte le potentiel ? Et ce débat, nous l'avons tranché pour cette fois-ci, mais c'est un débat qui reste ouvert, notamment avec l'évolution de la CVAE réellement perçue, ou de la compensation de la CVAE réellement perçue par les différentes collectivités. Et j'avais indiqué pendant le débat du budget ici au Sénat que c'est un sujet que nous devrons reprendre en particulier au moment de l'évaluation lorsque nous serons à l'automne 2012 parce que c'est un vrai sujet qui concerne effectivement non pas simplement la perception, mais la réalité de cet équilibre qui se fait pour être sûr que nous pourrons tenir compte de la richesse réelle de chaque territoire. Donc c'est un vrai sujet. Je me porte garant ici que le gouvernement sera tout à fait ouvert sur ce débat et y apportera sa part de réflexion avec bien sûr les réflexions qui seront portées par le Parlement lui-même. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la réplique, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly. Oui, merci, Monsieur le Ministre, des explications que vous venez de donner. Je tenais absolument à appuyer les propos de mon collègue Pierre Jarlier. Nous sommes tous les deux membres de la mission commune d'information sur la réforme de cette TP et nous continuons à réaffirmer qu'il aurait fallu sans doute supprimer la taxe professionnelle dans le cadre d'une réforme de la fiscalité locale qui aurait d'emblée permis d'aborder tous les enjeux de la question. S'il est nécessaire de réfléchir aux évolutions apportées à cette loi, je crois qu'il faudra le faire pas seulement à partir de données chiffrées, mais d'aborder la question à travers d'autres données, l'équilibre territorial, ça a été dit, les relations entre les collectivités et les entreprises, bref, entre les collectivités et le développement économique qui est vecteur de croissance pour les territoires. Et sur ce dernier point, je voudrais vous faire remonter du terrain que les dispositions prises lors du plan de relance en 2009, qui permettent un remboursement anticipé du FCTVA, a apporté une grande satisfaction à nos élus qui s'inquiètent aujourd'hui de son maintien compte tenu de la situation budgétaire de l'État. Aussi, je me fais le porte-parole de ces élus qui souhaitent que soient prorogés les effets positifs de ce mécanisme sur leur commune. Merci, Monsieur le Ministre, d'être attentif à cette information. Merci, Madame Catherine Morin-Desailly. La parole est à Madame Frédérique Espagnac pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après le temps des réformes vient le temps des bilans, Monsieur le Ministre. Dès lors, il est force de constater qu'en matière fiscale locale, votre bilan est marqué par les mauvais coups portés au territoire, l'inefficacité économique et le maintien des injustices pour les ménages.
2011 aura été pour les collectivités territoriales la première année d'application de la réforme de la taxe professionnelle. Nos collectivités abordent 2012 en tentant de trouver leurs repères dans un contexte miné par la diminution de leur autonomie fiscale, de leur dotation et l'imprévisibilité auquel le président de la République continue d'ajouter la stigmatisation. Outre la dégradation des déficits publics de plus de 4,7 milliards d'euros en pleine crise dette souveraine, votre réforme n'est pas parvenue non plus à susciter l'adhésion de l'ensemble des entreprises et à faire la preuve de son efficacité économique. Ce bouleversement fiscal a également eu pour conséquence directe de déséquilibrer la répartition de la charge locale au détriment des ménages. Votre politique est restée exclusivement tournée vers les entreprises. La charge fiscale sur les entreprises a été injustement allégée par la suppression de la taxe professionnelle et seule la révision des valeurs locatives des locaux professionnels a été engagée. Peut-on en dire autant de la fiscalité locale pesant sur les ménages ? De nombreuses voix se sont pourtant élevées pour admettre que la taxe d'habitation, mais également les taxes foncières, sont des impôts injustes, du fait notamment de l'obsolescence et de l'inéquité des valeurs locatives sur lesquelles elles sont assises. Le premier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les impôts ménages, rendu public en mai 2011, confirme ce constat et souligne que l'absence de revalorisation générale des bases entraîne des transferts de charges implicites régressifs entre contribuables d'une même collectivité. En conséquence, où en est-on de la volonté de protection de nos concitoyens les plus modestes dont vous ne cessez de vous targuer, Monsieur le Ministre, et au-delà des effets d'annonce, comment comptez-vous mettre enfin en œuvre une politique fiscale juste pour les ménages ? Merci, Madame Espagnac. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Espagnac. D'abord, une première chose qui est un chiffre qui est tout simplement la réalité. 2010, les reversements de l'État aux collectivités ont été de 98 milliards. 2011, 99 milliards. 2012, 100 milliards. Donc 1 milliard de plus chaque année aux collectivités. C'est la réalité, ce n'est pas discutable. Ça prouve qu'il y a pour le moins une stabilité, voire même une légère augmentation. Donc lorsque vous annoncez l'État a sanctionné, pas du tout, l'État a augmenté d'année en année la contribution aux collectivités. C'est le premier point qu'il faut relever. Le deuxième point, effectivement, nous avons mis ensemble en œuvre la réforme de la taxe professionnelle, parce que la taxe professionnelle était un impôt qui était injuste et en même temps une taxe qui handicapait très sérieusement nos entreprises. Et vous avez raison, les entreprises, leur contribution a été allégée de l'ordre de 4,7 milliards d'euros. Ce sont d'abord des entreprises de production, des entreprises qui investissent beaucoup, puisque ce sont elles qui ont vu globalement leur facture de taxe professionnelle s'alléger le plus pour qu'elles puissent, dans le domaine de la production, être davantage concurrentielles avec des entreprises étrangères, parce que ce sont ces entreprises qui risquent de délocaliser. La suppression de la taxe professionnelle est donc une mesure anti-délocalisation, et c'est vrai que nous le revendiquons et que nous n'avons pas peur de le dire. Est-ce que pour autant, au niveau, par exemple, des communes et des intercommunalités, il y a eu une injustice? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que nous avons réparti autrement le panel des ressources entre les trois niveaux de collectivité, d'un côté commune, intercommunalité, département et région. Et c'est vrai que tout ce qui concerne la taxe d'habitation notamment, elle revient entièrement au bloc communal. Pour autant, il n'y a pas eu de charge supplémentaire sur les ménages. Simplement, il y a eu un transfert de ceux qui avant étaient touchés par département et région. Cela a été transféré aux communes pour les mêmes montants que cela représente au niveau du panel financier. Alors je ne vois pas d'où vous cherchez les résultats que vous indiquez. La dernière chose, c'est vrai qu'il est nécessaire non pas d'avoir une augmentation générale des bases, mais tout simplement d'ajuster les valeurs locatives, parce que si nous n'ajustons pas les valeurs locatives, les injustices continueront. Nous sommes engagés sur ce schéma, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Merci. Madame Espagnac.
Pardon, Monsieur le Ministre, je suis ravi de votre réponse et de savoir en effet que nous irons vers un ajustement des bases locatives. Je regrette que cela n'ait pas été fait jusqu'à présent. Je souhaiterais vous répondre en rappelant plusieurs points. Les sénateurs socialistes ont, tout au long de ce quinquennat, proposé par voie d'amendements et de propositions de loi de renforcer la justice dans la fiscalité locale par une meilleure prise en compte du revenu et de la révision générale de ses valeurs locatives. À chaque fois, le gouvernement s'y est opposé et a choisi de maintenir les inégalités existantes. Enfin, les socialistes n'ont aucune leçon à recevoir d'un gouvernement qui, depuis 2007, a mis à mal la progressivité de l'impôt pour sauvegarder les avantages acquis des plus aisés. Le Conseil des prélèvements obligatoires, dont j'ai cité dans ma question le rapport en mai 2011, a rappelé que seules les réformes portées par les gouvernements de gauche en 90, 98 puis 2000 ont permis d'introduire de la progressivité et donc de la justice dans la taxe d'habitation. C'est la réforme de 2000, avec le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, qui a concerné le plus les ménages les plus pauvres, situés dans les 2 premiers déciles, et particulièrement ceux du premier. Aussi, les Français ne sont pas dupes et savent de quel côté de cet hémicycle est défendue la justice fiscale, et nous ne doutons pas qu'ils vous en donneront une nouvelle fois la preuve en mai prochain. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Christian Favier pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord que l'on s'interroge sur la thématique de cette série de questions. En effet, peut-on encore parler de fiscalité des collectivités locales alors qu'elle tend à disparaître, tout particulièrement leur fiscalité directe? Ainsi, il y a quelques années, les ressources fiscales représentaient 60% des recettes des collectivités locales et la fiscalité directe en constituait les 3/4. Si nous sommes aujourd'hui incapables de chiffrer précisément la place de cette fiscalité, nous savons qu'elle a quasiment totalement disparu pour les régions, en dehors de la modulation sur la TIPP, qu'elle est très faible pour les départements, qui ne votent plus que le seul taux du foncier bâti, et profondément réduite pour les communes avec la disparition de la taxe professionnelle. Devant ces évolutions, donc, nous sommes en droit d'affirmer qu'aujourd'hui, la garantie constitutionnelle d'une autonomie financière des collectivités territoriales n'est donc plus assurée. Cette question est importante car, comme le déclarait à l'époque Pascal Clément dans son rapport sur la réforme Raffarin de 2004, je cite, « La fiscalité locale relève d'une exigence démocratique car il n'est pas de pouvoir politique véritable sans pouvoir fiscal. » Le Conseil des prélèvements obligatoires, reprenant cette citation, allait même plus loin dans son rapport de mai 2010. En effet, il estimait que ce principe constitutionnel découlait de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui considère comme un élément essentiel de la démocratie le lien existant entre le vote désignant les élus et le fait que ceux-ci aient le droit de déterminer précisément le taux ou l'assiette des impôts. L'autonomie fiscale constituerait donc un fondement de notre démocratie locale, aujourd'hui bafouée par votre gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin redonner aux élus locaux leur responsabilité fiscale? Ce serait un gage démocratique et aussi, je crois, un gage d'efficacité qui permettrait aux citoyens de comparer le montant de leurs impôts aux services dont ils bénéficient. Merci, Monsieur Favier. Monsieur le Ministre. Oui. Comme vient de le dire Monsieur Favier, nous avons spécialisé les ressources des collectivités, davantage de regroupement de fiscalité, notamment des ménages sur communes et intercommunalités. Et en ce qui concerne départements et régions, moins de ressources fiscales et davantage de ressources financières. C'est une réalité. Dans la Constitution, vous savez très bien que ce n'est pas l'autonomie fiscale, mais l'autonomie financière qui est indiquée. Et toute la question, c'est comment nous allons le mettre en œuvre. Vous savez que j'ai été président de conseil général pendant 10 ans, et je vais vous donner un exemple. Au niveau des conseils généraux, vous savez que notamment l'une des ressources qui est transférée, importante, c'est ce qui concerne les DMTO. Vous savez très bien que ces DMTO ont beaucoup varié. 2008, je le rappelle, 7,2 milliards, 2009, 5,3 milliards, 2010, 7 milliards, 2011, sans doute plus de 8 milliards. Or, nous le savons bien, les départements ont d'abord comme compétence le social. On sait très bien que cette fluctuation d'une ressource importante pour les conseils généraux ne correspond pas du tout aux fluctuations des dépenses sociales. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, Monsieur Favier, lorsqu'on demande à tout prix pour les collectivités, par exemple le Conseil général, la fiscalité,
c'est très mal adapté parce que ça ne correspond pas du tout à l'évolution de la dépense des conseils généraux. Ce qui fait que vous avez une deuxième façon d'aborder le sujet. Je le fais de façon très libre parce que c'est une vraie question. C'est de faire des dotations. C'est ce qui a été fait par exemple en matière de RSA. Avec le reproche au niveau du RSA, dire oui mais c'est une dotation, on n'a aucune marge de manœuvre, vous nous donnez simplement et vous dites débrouillez-vous avec. Quels que soient d'ailleurs, quels que soient les gouvernements. Et donc on voit bien que nous sommes dans une situation où la façon d'approcher le financement des collectivités nécessite un vrai débat. Parce que lorsque la dotation correspond à de la fiscalité, l'évolution ne correspondra jamais à l'évolution de la dépense. Nous avons donc besoin de mettre en place une réflexion pour voir comment ajuster les financements, car on ne peut pas partir sur le principe que c'est une dépense couverte par la fiscalité et chaque fois que la fiscalité ne suffit pas, dire il faut que vous rajoutiez une compensation supplémentaire. Nous sommes sur un vrai débat qui est un débat qui doit nous permettre, au niveau du Parlement, d'évoluer sur ce sujet. La parole à Monsieur Favier. Monsieur le ministre, vous me permettrez de ne pas être satisfait par votre réponse. Parce que derrière l'explication que vous venez de donner, vous confirmez effectivement une volonté aujourd'hui de restreindre cette liberté qui était celle de l'autonomie fiscale, la possibilité pour les élus de continuer de pouvoir voter leurs impôts. Derrière tout cela, en fait, vous confirmez que vous êtes profondément attaché, on peut le dire, à une mise sous tutelle permanente des collectivités locales, en fait, pour freiner leurs dépenses et donc pour réduire aussi leurs réponses aux besoins de leur population et réduire ainsi leur liberté d'action. Je dois dire d'ailleurs que l'exemple que vous prenez sur les DMTO est extrêmement éclairant, puisqu'aujourd'hui, vous avez également procédé, vous avez enlevé aussi une certaine liberté, puisque vous avez procédé de manière tout à fait arbitraire à une péréquation de ces DMTO qui ne tient pas compte de la réalité des dépenses, qui tient compte effectivement de la progression de ces DMTO, mais qui ne tient pas compte de la réalité des dépenses auxquelles sont confrontés les départements. Je prends un seul exemple, le département de la Seine-Saint-Denis, qui est très certainement un des départements qui aujourd'hui fait face aux difficultés sociales les plus importantes, eh bien, est contributaire de ce fonds de péréquation sur les DMTO, c'est-à-dire paye pour d'autres départements. Vous voyez, donc on est vraiment, c'est le monde à l'envers. Donc si les régions et les départements ne peuvent plus maîtriser leurs ressources, c'est parce que vous voulez en fait transformer ces collectivités et leurs élus en simples services déconcentrés des politiques de l'État. Vous ne supportez plus leur liberté, leur capacité de développer d'autres choix politiques que ceux de votre gouvernement. Quant aux communes, leur seule autonomie fiscale repose désormais sur la taxe d'habitation, l'impôt qu'on peut considérer comme le plus injuste, puisqu'il ne tient pas compte des revenus et que vous refusez obstinément encore de réformer. Donc, dans ces conditions, Monsieur le Ministre, nous serons conduits aussi donc, à faire de la réforme fiscale, je crois, l'un des premiers chantiers de la prochaine majorité de gauche à l'Assemblée nationale, après celle qui, aujourd'hui, compose notre Sénat. Merci. La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, 2 ans après la réforme de la taxe professionnelle, le flou prévaut toujours malgré vos réponses. Les collectivités ne savent toujours pas où elles vont, elles ne savent pas sur quelles ressources elles peuvent compter, ni d'ailleurs pour certaines à quel point elles seront contributrices ou bénéficiaires avec les absurdités que mon collègue Favier vient de signaler. Lors du projet de loi de finances de 2012, le gouvernement s'est donné encore du temps supplémentaire pour finaliser et peaufiner la mise en œuvre de la CVAE. On voit bien qu'une telle réforme ne pouvait faire l'économie d'une longue préparation qui, de fait, se fait aujourd'hui dans la totale improvisation et au détriment des collectivités territoriales et de ceux qui essayent de les gouverner. La réforme de la taxe professionnelle a considérablement amoindri, cela a été dit 4 fois cet après-midi, l'autonomie financière des collectivités territoriales. Certes, il existe une définition assez large de la notion de ressources propres qui permet de faire en sorte que les ratios soient respectés. Mais en pratique, les régions et les départements perdent une grande partie de leur marge d'action à cause de la politique que vous avez mise en place. Si gouverner, c'est prévoir, la politique que vous avez menée a mis un certain nombre de collectivités dans une situation périlleuse, voire difficile.
De fait, les collectivités tendent à être de plus en plus des administrations gestionnaires de fait des politiques décidées par l'État, parfois non assumées, et elles n'ont plus les moyens de définir les politiques adaptées à leur territoire, voulues par leur territoire. Dès lors, comment comptez-vous faire vivre une réelle décentralisation tout en faisant sortir les collectivités d'un cadre aussi contraint et hypocrite? Et vous l'avez signalé tout à l'heure, s'il est imaginable que la Poste ait un rôle, on peut se demander si le miracle viendra de la Poste, qui ne peut pas en un jour s'improviser remplaçante ou successeur de Dexia. Merci de votre réponse. Merci Madame Bouchoux. Monsieur le ministre. Qui me permettra de répondre en même temps à l'intervention de M. Favier une nouvelle fois. Permettez-moi, Madame Bouchoux, de vous dire que la taxe professionnelle n'a pas été improvisée, la réforme. Ce qui s'est passé, c'est que le débat parlementaire s'est développé comme il se doit. Si nous voulons contester au Parlement le droit de modifier les textes que présente le gouvernement, alors je ne comprends plus rien. C'est bien pour cela que les débats à la fois à l'Assemblée et au Sénat ont considérablement modifié le texte tel qu'il avait été prévu initialement. Et je crois qu'il faut aujourd'hui se rendre compte qu'effectivement, dans sa mise en œuvre, il a fallu effectivement 1 puis 2 ans d'ajustement. Je vous indiquais tout à l'heure, en ce qui concerne les valeurs pour 2012, dès janvier, ces valeurs seront données aux différentes collectivités pour qu'elles aient la connaissance pour construire le budget dans les bonnes conditions. Alors le débat plus général sur ressources financières et ressources fiscales. Je sais très bien, Monsieur Favier, que votre bonheur, c'est d'augmenter les taux. Vous l'avez encore rappelé. Il a rappelé que, voilà, il faut pouvoir augmenter les taux, il faut pouvoir augmenter l'impôt. Je veux simplement dire que nous avons au niveau de ce pays une pratique ancienne qui est de dire qu'effectivement, ce qui compte, c'est les ressources financières de la collectivité qui doivent être garanties. Au niveau de la réforme de la taxe professionnelle, c'est ce qui a été garanti. Au niveau globalement des ressources que l'État transfère aux collectivités, cela a été respecté. Mais c'est vrai que, par exemple, lorsque nous faisons la péréquation, cela ne respecte pas exactement collectivité par collectivité les montants initiaux. Et vous avez rappelé qu'en Seine-Saint-Denis, il y a eu une péréquation et que la Seine-Saint-Denis a été amenée à contribuer par rapport à d'autres départements. Je veux simplement dire que dans le potentiel des DMTO, la Seine-Saint-Denis est dans le 4e plan, 4e position sur l'ensemble des départements de France. Si vous ne voulez pas accepter qu'une collectivité qui est en 4e position sur 100 contribue à la péréquation, ça ne vaut pas la peine de continuer à parler de péréquation. Mais c'est vrai que de ce côté, on n'est pas tellement favorable à la péréquation, qu'on y est davantage favorable de ce côté, et ça c'est la réalité. Voilà les précisions que je souhaitais apporter en redisant une nouvelle fois que le gouvernement a été au rendez-vous pour permettre tout simplement que les ressources soient respectées et que les moyens d'intervention des collectivités puissent être au rendez-vous. Bien, Madame Bouchoux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, véhémence n'est pas toujours raison. Et je pense qu'il y a un cumul entre ce qui a été exposé lors des 3 interventions de mes collègues, toutes tendances confondues, et les transferts de compétences qui ont été de plus en plus nombreux et, je le répète, qui ont été trop tardivement, imparfaitement compensés. Et il y a un certain nombre de retards qui sont, je le répète, préjudiciables aux collectivités, même si c'est désagréable à entendre, je m'en excuse. Par ailleurs, et vous ne pouvez l'ignorer, il y a un certain nombre de départements, par exemple, qui sont obligés de mobiliser leurs fonds propres pour faire face ponctuellement au versement du RSA, avant de pouvoir finalement, plus tardivement, récupérer la part de l'État. Il faut aussi le reconnaître posément. À titre d'exemple, dans le Maine-et-Loire, dont le budget est d'environ 500 millions d'euros, le coût non compensé des transferts de compétences depuis 7 ans se monte à 280 millions d'euros. 280 millions d'euros. Et l'on peut s'attendre à ce qu'il s'y ajoute encore 40 millions d'euros en 2012. Voilà, ce chiffre se suffit à lui-même, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Bouchoux. La parole est maintenant à Monsieur François-Noël Buffet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
tout le monde en convient, les collectivités locales ont de plus en plus de difficultés, en tous les cas s'inquiètent quant à leur capacité à pouvoir obtenir et négocier auprès des organismes bancaires des emprunts à des taux suffisamment corrects pour pouvoir continuer d'avancer et singulièrement, bien sûr, de pouvoir gérer leurs investissements. Cette difficulté, je le rappelle, qu'elle fait aussi écho au rapport de la Cour des comptes de 2011 sur la gestion de la dette publique, qui mettait d'ailleurs en évidence les conséquences de l'application des nouvelles normes prudentielles et s'imposant aux banques en application, faut-il le rappeler encore, de la recommandation dite du comité de Bâle de décembre 2010, qui effectivement, à terme, pourrait mettre nos collectivités en difficulté. Le contexte que nous connaissons bien, j'allais presque dire rappeler le flou qui existe finalement maintenant sur la peut-être dégradation du AAA de la France. Je dis peut-être puisque 2 agences sur 3, et non des moindres en ce qui concerne Moody's, viennent de confirmer le fait que la France conservait son AAA en l'état. Et il semble d'ailleurs que ce soit une des plus importantes. Et il semble d'ailleurs que la presse n'en ait pas fait beaucoup l'écho. C'est vrai qu'on préfère se taper sur la tête plutôt que de se rassurer. Mais en tous les cas, 2 agences sur 3 nous le maintiennent, font qu'il y a une sorte d'inquiétude qui est un peu renforcée pour nos collectivités locales. Et ma question vient donc immédiatement, Monsieur le Ministre, de quelle manière le gouvernement va-t-il pouvoir donner ou aider, si ce n'est donner, mais aider les collectivités locales à pouvoir, dans leur démarche, leur permettre d'obtenir auprès des bailleurs de fonds les crédits les plus intéressants possibles. Merci. Merci, Monsieur Buffet. Monsieur le Ministre, pour 2 minutes, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne va pas pouvoir passer. Vous connaissez l'exercice. Nous sommes donc dans une situation très difficile, à la fois par rapport à la notation de la France. Derrière se trouve la notation des collectivités. Il y a une trentaine de collectivités, pas plus, qui sont notées. Et les 30 ne sont pas du ressort nécessairement de Standard & Poor's. Donc les autres ne devraient pas être concernés par une dégradation le cas échéant. Est-ce que les ressources dont ont besoin les collectivités sont disponibles aujourd'hui au niveau bancaire et au niveau du reliquat de ce qui a été mis en œuvre par la Caisse des dépôts, à savoir les 5 milliards d'euros à la fin de l'année 2011. En début de cette année 2012, les moyens aujourd'hui sont encore disponibles, clairement. J'ai fait le tour avec l'ensemble des banques qui sont partenaires des collectivités territoriales. Je ne veux pas vous cacher que sans doute au milieu de l'année et vers la fin de l'année, nous aurons de nouveau un gap de financement des collectivités qu'il faudra traiter. Nous sommes en train de travailler sur le sujet, mais clairement aujourd'hui, à la fois parce que les 5 milliards n'ont pas été utilisés à la fin de l'année 2011 et que donc nous avions prévu que 20% de ces 20 milliards peuvent être reportés sur 2012, aujourd'hui, les financements sont encore disponibles et la plupart des autres banques, la caisse d'épargne, le crédit mutuel, le crédit agricole, restent des partenaires pour les opérations sur lesquelles ils étaient présents, même s'ils ne sont plus nécessairement aussi présents qu'ils l'ont été par le passé. Donc nous avons aujourd'hui cette capacité de faire. Restera la deuxième période, la fin du premier semestre, début deuxième semestre, avec normalement l'entrée en opérationnel de la Banque des collectivités qui devrait fonctionner par la mise en commun à la fois de la Banque postale et de la Caisse des dépôts. Nous avons cette mise en commun qui devrait au mieux se faire à la fin du premier semestre, peut-être début deuxième semestre. Et donc nous sommes là dans une période qui risque d'être tendue. C'est la raison pour laquelle, notamment avec la Caisse des dépôts, nous devrons regarder comment faire le pont pour permettre que l'année 2012 puisse être garantie sur l'ensemble de la durée. Je pense que cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Merci, Monsieur Buffet. Simplement pour remercier le ministre de sa réponse et des précisions apportées. Je ne veux pas occuper plus le temps qu'il met un parti, mais pour indiquer que ce qui vient d'être précisé mérite d'être diffusé auprès des élus des collectivités locales. Merci. Merci, Monsieur Buffet. La parole est à Monsieur Vincent Eblé pour le groupe socialiste et apparenté. Je voudrais attirer votre attention sur la situation particulière des départements mis en difficulté par vos réformes fiscales, dont la suppression de la taxe professionnelle engagée en 2010. Leurs conséquences néfastes se font durement sentir pour les départements en grande difficulté, en raison de l'accentuation de l'effet de ciseaux qui pèse sur leur budget, les dépenses sociales sous-compensées ne cessant d'augmenter, au contraire des compensations qui stagnent. Les esquisses de réponse apportées par le gouvernement via le
développement d'une péréquation horizontale, en particulier pour les DMTO, reste largement insuffisante. La réforme doit être globale, elle doit porter sur le financement complet des allocations individuelles de solidarité, notamment la prise en charge de la dépendance, à laquelle le gouvernement a renoncé l'été dernier. Votre réforme fiscale a porté en particulier un coup d'arrêt aux efforts des départements qui parviennent par leur action quotidienne à maintenir un dynamisme économique et démographique sur leur territoire, comme c'est le cas pour la Seine-et-Marne. Ces départements ont été privés des fruits de leurs efforts et de toute marge de manœuvre fiscale leur permettant une évolution de leur budget. Or, leurs charges, elles, continuent à courir. Auparavant, le département que j'ai l'honneur de représenter bénéficiait d'une augmentation de ses bases d'imposition qui accompagnait mécaniquement sa croissance. Ce qui était vrai hier pour la taxe d'habitation, la taxe professionnelle ou la taxe sur le foncier bâti ne l'est plus aujourd'hui après votre malheureuse réforme. Désormais, les recettes attribuées aux départements pour compenser leurs pertes ont des montants figés dans le temps, tandis que les nouvelles parts de fiscalité indirecte transférées sont très peu dynamiques, voire en régression. Ainsi, toujours pour l'exemple de mon département, la part de taxe sur les conventions d'assurance transférées a diminué de 700 000 €, soit moins 1,5% entre 2010 et 2011. Enfin, les départements ont vu leur autonomie fiscale fortement amputée puisqu'ils ne disposent dorénavant de la liberté de voter que sur 16% de leurs recettes contre 35% auparavant. De cette façon, c'est tout l'accompagnement de cette croissance, l'élan de ce dynamisme que votre réforme casse net. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous demande quelles mesures urgentes vous entendez prendre pour que tous les départements retrouvent les ressources dynamiques qui permettront le développement du beau potentiel démographique et économique qui est le leur. Merci Monsieur Eblé. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur Eblé, soyons conscients, nous sommes dans une période de crise, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et aujourd'hui nous sommes dans une situation, nous sommes dans une situation qui, que ce soit pour les collectivités, pour l'État ou pour les familles, est particulièrement délicate et qu'aujourd'hui, vous devriez évidemment vous en rendre compte. Il n'est pas possible d'indiquer simplement par un claquement de doigts quelles sont les réponses à apporter au travers de dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, la vraie réalité, c'est de regarder comment les dépenses peuvent permettre aux uns et aux autres, et notamment aux collectivités, de faire face tout simplement aux projets, au programme et bien sûr à la solidarité qui est nécessaire. Alors vous disiez que les départements ont connu des effets de ciseaux et vous avez raison. Cet effet de ciseaux s'est notamment fait sentir en 2009, je le disais tout à l'heure, avec une perte de l'ordre de 2 milliards au niveau des DMTO. Mais ces 2 milliards ont été compensés en 2010. Je veux dire qu'en 2011, nous aurons sans doute des recettes au-delà des niveaux maximums jusqu'à présent connus en ce qui concerne les DMTO. Le maximum de recettes de DMTO que nous avons connu jusqu'à présent, c'est 7,4 milliards. Nous serons sans doute en 2011, donc versés en 2012, au-delà des 8 milliards d'euros perçus par les départements. Donc, lorsque vous expliquez qu'il y a des moments de tension et des moments d'effet de ciseaux, il faut reconnaître aussi lorsqu'il y a 3 milliards de plus en l'espace de 2 ans. Je crois que personne aujourd'hui ne peut nier cela. Lorsque tout à l'heure nous parlions de RSA, alors vous l'avez évoqué, mais tout à l'heure cela a été évoqué aussi par M. Bouchou. Au niveau du RSA, il y a eu plusieurs évaluations qui ont été faites. Et dans le budget de 2012, c'est le bilan global qui a été tiré avec 100 millions d'euros qui ont été mis en place dans le budget de façon complémentaire pour le RSA. 55 millions d'euros pour le déficit de ce qui n'avait pas été payé les années précédentes et 45 millions d'euros comme base supplémentaire pour les années qui viennent. Voilà la réalité des chiffres au-delà des propos qui sont tenus par les uns ou par les autres. Monsieur Eblé. Les départements la connaissent puisqu'ils sont malheureusement l'un des derniers remparts face à la crise dans la mise en œuvre de nos politiques sociales. Je ne trouve pas dans votre réponse d'éléments sur mon interpellation concernant la situation particulière faite aux départements en croissance. Car la péréquation que vous avez mise en œuvre n'est pas, contrairement à ce que faisait avec intelligence et générosité le bon Robin des Bois, une méthode qui consiste à prendre aux territoires riches
pour donner aux pauvres, vous prenez aux territoires en croissance pour donner aux pauvres. Et c'est anti-économique. Ça détruit le dynamisme des territoires et l'intérêt des territoires à porter les dynamiques économiques et démographiques. J'ajouterais que nous sommes dans une inquiétude particulière de conjoncture, puisque, alors même que les collectivités ont su maintenir une situation financière relativement saine, puisque leurs besoins de financement ne devraient atteindre que 0,2% du produit intérieur brut en 2011, contre près de 23 fois plus pour l'État, 4,6%, leur part dans la dette publique est restée relativement stable au cours du quinquennat, avoisinant environ les 10% du montant total, alors que leurs dépenses d'équipement contribuent toujours plus à plus de 70% à l'investissement public local. Donc nous avons cette crainte de conjoncture et la perte du AAA, dont la politique de votre gouvernement est largement responsable, aura des conséquences en cascade pour l'ensemble des collectivités qui jusqu'alors étaient bien notées. Elles auront à pâtir de votre mauvaise gestion des comptes publics. Voilà la réalité. Merci, Monsieur Eblé. La parole est à Monsieur Jean-François Husson pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Ministre. Je voulais évoquer la question de la durée des emprunts des collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les financements d'urgence venant d'être effectués, la Caisse des dépôts va certes organiser son association avec la Banque postale. Vous avez d'ailleurs laissé entendre que ce ne serait pas avant la réalisation, avant cet été, ce qui n'est pas pour nous rassurer. Au-delà de la confirmation de cette échéance, les collectivités continuent de s'interroger sur les conditions de financement qui leur seront offertes, et notamment quant à la durée des prêts. En effet, dès lors qu'elles réalisent des investissements structurants et d'une durée de vie relativement longue, il est important de faire converger l'amortissement financier et l'amortissement technique pour ne pas réduire leur marge de manœuvre et leur permettre de continuer à investir. Les nouvelles conditions d'emprunt devront en effet être intégrées dans les budgets locaux. À des durées hier de 20 années, voire davantage, se sont progressivement et rapidement substituées depuis le deuxième semestre 2011 des durées de 10 ou 15 ans maximum, auxquelles s'est ajouté malheureusement le renchérissement du coût du crédit par notamment le relèvement des marges bancaires depuis 2008 et bien évidemment renforcé en 2011. Le risque est de voir une progression de plus de 30% des annuités de dette des collectivités territoriales, réduisant, vous l'avez bien compris, d'autant leur capacité à investir dans des domaines où pourtant elles réalisent des équipements importants avec une durée de vie relativement longue, à l'exemple des travaux de voirie ou de réseaux d'assainissement qui devraient pouvoir s'amortir sur 30, 40, voire même 50 ans. Il faut en effet veiller, pour des raisons évidentes d'équité, à ne pas faire porter la charge de ce type d'investissement sur une seule génération, voire moins. Continuer à réaliser de tels investissements va donc devenir plus difficile pour les collectivités. Par ailleurs, les produits de très court terme sont également concernés par l'évolution de l'offre bancaire. Depuis la fin de l'année 2011, le coût des lignes de trésorerie a fortement augmenté et les volumes proposés par les banques, dans le même temps, ont diminué de manière significative. De nombreux établissements financiers ont annoncé d'ores et déjà qu'ils ne proposeraient plus de lignes de trésorerie aux collectivités locales, voire qu'ils en amoindriraient le montant. Or, la ligne de trésorerie est un outil essentiel de gestion permettant une trésorerie dite zéro et donc d'amortir les charges financières. Ma question, Monsieur le Ministre, sera double. Quelles décisions le gouvernement compte-t-il prendre et mettre en œuvre pour permettre aux collectivités, d'une part, de maintenir, en ayant recours au financement bancaire, un niveau d'investissement qui doit rester élevé pour les collectivités et, d'autre part, de garantir le bon fonctionnement de l'économie locale en honorant, dans les délais réglementaires, les créances de ses fournisseurs. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, en ce qui concerne la mise à disposition des moyens pour permettre les emprunts de continuer à pouvoir être satisfaits au niveau des collectivités,
Vous le savez que fin 2011, il y a 2 décisions qui étaient prises. La première qui est la création de la Banque des collectivités, la deuxième qui est la mise à disposition des collectivités, soit directement, soit via les banques traditionnelles partenaires des collectivités, d'un montant de 5 millions d'euros par la Caisse de dépôt et consignation. C'est la réponse aux besoins de liquidité. Mais le deuxième sujet que vous abordez est une vraie question et ça concerne la durée des emprunts, la durée de remboursement. C'est une vraie question. Ce sont notamment des sujets qui sont abordés du fait des règles prudentielles, notamment par Bâle III, qui sont anticipées et auxquelles les banques doivent répondre. Quel est le gros problème que nous avons connu par Dexia? Dexia empruntait de façon très courte et permettait les emprunts aux collectivités de façon très longue. Donc en faisant des emprunts très courts à des taux très favorables, en les globalisant, elle permettait ensuite aux collectivités d'emprunter sur des durées très longues. Cela, aujourd'hui, n'est plus possible parce que, tout simplement, il y a l'exigence de règles prudentielles qui est mise en place. Ce qui fait que, globalement, nous avons un changement structurel qui va s'opérer. D'abord, des réflexions sur, effectivement, les amortissements des investissements faits par les collectivités. Et je n'oublie évidemment pas que 70% des investissements publics sont faits par les collectivités. Première réflexion, jusqu'à présent, de façon générale, on amortissait sur 20-25 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller un peu plus dans le détail. Il y a par exemple des constructions de bâtiments qui devront s'amortir en ce qui concerne un certain nombre d'opérations plutôt sur 10, sur 15 ans, et d'autres qui pourront s'amortir sur 20-25 ans. Je crois qu'il faudra aller davantage vers des évaluations fines au niveau des infrastructures. Ensuite, au niveau du financement. C'est clair que les banques, elles aussi, quand elles ont accès au marché international, mondial, le marché bancaire, eh bien, elles n'obtiennent pas des prêts à 15, 20 ans. Elles sont donc obligées de continuer à emprunter sur des durées courtes, voire moyennes, et ensuite reglobaliser. Simplement, elles n'obtiennent pas, en ce qui concerne les durées et en ce qui concerne cette globalisation, les autorisations, notamment au niveau de ces règles prudentielles que j'évoquais. C'est la raison pour laquelle il est vrai que de plus en plus la durée normale, entre guillemets, se situera autour de 15 ans, que les durées au-delà seront plutôt obtenues au niveau de la Banque européenne d'investissement, où vous pouvez aller jusqu'à 20 ans, mais même à ce niveau-là, vous n'irez plus à 30 ou à 40 ans, comme cela a été le cas par le passé. C'est une réalité, rien ne sert ici de vouloir le nier, et on ne pourra pas, au travers d'oukases pris par le gouvernement ou par le Parlement, revenir sur ces réalités. Il faut savoir que, globalement, les durées moyennes d'emprunt vont effectivement être diminuées, comme vous l'avez déjà indiqué. Je le regrette, mais ça correspond à ce que nous constatons sur le terrain et à ce qui ressort de ces règles qui sont mises en place. Monsieur Husson. Oui, merci Monsieur le Ministre. À la fois, votre réponse me satisfait, sauf sur un terme, puisque vous avez dit on ne peut pas se satisfaire d'oukases. Il ne s'agit pas d'oukases, il s'agit, me semble-t-il, simplement de règles de bon sens. Ce qu'on arrive à obtenir à travers des délégations de services publics, des outils de concession ou de partenariat public-privé, où on sait que ça coûte davantage parce que le bien peut être amorti sur une durée longue, qu'on le veuille ou non, et à un moment ou à un autre, dans notre pays comme au niveau européen, nous devrons, pour ce type d'équipement, continuer à nous poser sereinement ce type de questions. Et il nous appartient ensemble de trouver la réponse et de la construire. C'est la fin de cette séance de questions cribles thématiques. Nous y reviendrons bien entendu dans nos différentes éditions à 19h et à 22h. Mais tout de suite, c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit aujourd'hui Jean-Louis Borloo. Très bonne soirée à tous.